brillants, rejoins le parti sans pilon. Citoyens, citoyennes, on vous court. Des citoyens propres dans une ville propre, nos enfants nous regardent. Pour l'honneur, pour servir, pour la gloire, nous avançons. Je suis un citoyen ordinaire. Citoyen, soldat, frère, père. C'est mon devoir de citoyen. Je n'ai fait qu'une voix. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Et bienvenue, comme tous les lundis soirs de 19h à 20h, dans les vraies voix citoyennes, avec les deux coprésidents du G500 citoyens. Bonsoir Aurélie Gros. Bonsoir Philippe David. On n'ose pas vous demander ce qui vous est arrivé. Je ne le dirai pas. Vous ne le direz pas, non ? C'est les accidents ordinaires de la vie. Oui, parce que là vous avez une béquille, etc. On vous souhaite un prompt rétablissement. Mais ça va aller. Bon, on est avec le sourire, donc tout va bien. Bien sûr, c'est le plus important. Et Stéphane Pellet, qui lui est en pleine forme, excepté si on parle du résultat de Marseille à Monaco ce week-end. Oh, ça y est, non. Alors, bonsoir Philippe. Bonsoir. Néanmoins. Et quant à Aurélie Gros, on lui souhaite un prompt rétablissement, bien sûr. Elle est arrivée même équipée, il faut le dire carrément, comme on dit. Oui. Mais je crois que c'est très important, les questions de santé. Je crois que c'est la question numéro 1, la préoccupation numéro 1 des Français. Donc elle a raison, elle est au cœur des priorités des Français, Aurélie Gros. Alors aujourd'hui on va parler, il y a eu plusieurs étapes. Fin janvier à Nice, il y avait eu l'étape justice et il y a eu l'étape culture à Toulon il y a 15 jours. Et handicap en février à Paris. Et maintenant il va y avoir l'étape jeunesse. Mais nous sommes très jeunes. Le 26 avril à Marseille, mon cher Philippe, vous êtes le bienvenu évidemment parce que ça concerne des sujets de préoccupation que vous partagez, l'engagement citoyen à l'ère de TikTok, la santé mentale et la bataille contre la désinformation, l'avenir professionnel et économique de toute une génération. Voilà un petit peu le programme. Et ce soir, d'ailleurs, on va échanger avec nos partenaires, ceux qui vont aussi s'engager qui s'engagent au quotidien sur toutes ces questions-là. Et ça va être une belle étape où vont en ressortir beaucoup de résolutions pour les jeunes, faites par les jeunes. Ça n'empêche pas, Philippe, d'ailleurs, qu'on peut annoncer d'ores et déjà la toute dernière étape avant le sommet de Lille, 12, 13 et 14 juin. Ça sera sur les questions d'écologie et de climat, les 2 et 3 mai à Saint-Sauveur-Gouvernay, un petit village de la Drôme. Voilà. Magnifique que la Drôme, absolument. Et bien sûr, juste, excusez-moi Philippe, mais pour s'inscrire à l'étape encore jeunesse, à l'étape écologie et climat, environnement, ou encore pour le sommet citoyen le 12, 13, 14 juin à Lille, il faut se rendre sur www.idéal-citoyen avec un s.fr pour s'inscrire. C'est parfait. Et au sommaire de cette émission, dans les quartiers dits prioritaires, le taux de pauvreté atteint 42%, soit plus du double de la moyenne nationale, et 70% des jeunes disent ne pas se sentir représentés dans le débat public. C'est dans ce contexte que l'association Marseille au pluriel agit, fondée par des acteurs de terrain. Elle redonne la parole aux habitants des quartiers populaires, valorise leur parcours, lutte contre les discriminations et retisse un lien entre culture, mémoire et citoyenneté. Alain Cabras, cofondateur, est avec nous. En 2023, la France a connu une hausse de 284% des actes antisémites, tandis que les actes islamophobes ont augmenté de plus de 30%. Derrière ces chiffres, des tensions réelles attisées par les conflits extérieurs et les replis identitaires. Pour y répondre, SOS Racisme a lancé Salam Shalom Salut, un programme de dialogue entre jeunes juifs et musulmans fondé sur l'écoute, le respect mutuel et la déconstruction des préjugés. Romain Montbeir, chef du projet, est à nos côtés ce soir. Les vraies voix Sud Radio. Et on prend la direction de Marseille avec vous, Stéphane Pellet. On ne sait pas pourquoi c'est lui qui présente. Moi, je ne sais pas, mais apparemment, peut-être parce qu'il va prendre la direction de Marseille. C'est possible. De l'OM. Oui, bien sûr. Il faut bien remonter ce club mythique qui nous fait un peu de peine en ce moment. Oui, alors donc, on est ravis d'accueillir Alain Cabras, donc, qui est le cofondateur de Marseille au pluriel. D'ailleurs, sur l'affiche, il est écrit Marseille avec un S. Je ne sais pas si ça c'est possible, mais Marseille, ça se met au pluriel parce que ça se vit au pluriel, c'est ça. On le sait tous, c'est une ville d'abord très très ancienne. C'est la plus vieille cité, le plus vieux quartier urbain de France, 2600 ans. Et puis ça a été donc une ville qui a accueilli toutes sortes de générations d'arrivées d'un peu partout, il faut le dire, dans le monde et singulièrement autour bien sûr du bassin méditerranéen. Et ça en fait une ville populaire,
une ville joyeuse par moment, et puis aussi quelquefois une ville plus difficile dans laquelle il y a des tensions aussi quelquefois entre ces communautés. Et c'est pour ça qu'on est heureux de vous avoir, Alain Cabras, parce que vous allez nous raconter une histoire justement où vous mariez ces intentions, vous faites synthèse d'une certaine manière. Vous avez créé Marseille au pluriel, vous vouliez combler quel besoin au démarrage? Racontez-nous l'histoire de cette création. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Marseille au pluriel est né en 2023, il y a 2 petites années, lorsqu'on a fait plusieurs constats. Le premier constat, c'était qu'effectivement l'ensemble des sujets qui posaient problème à la cohésion nationale, mais cohésion de la ville de Marseille, cohésion dans les quartiers, cohésion entre les strates sociales, mais avec tous les niveaux. De toute façon, dès qu'on était différent, il y avait on sentait que le fossé ça était en train de s'accroître. Et là, on s'est dit qu'il n'était pas possible, nous qui étions amoureux de Marseille, parce que nous sommes 14 cofondateurs. Je suis un porte-parole ce soir, mais je ne suis pas le seul. Et ces 14 cofondateurs, on s'est réunis, on s'est dit c'est pas possible. Quel était le chemin à prendre, sachant que beaucoup de gens faisaient bien leur travail là-dessus. Il y a les associations, il y a les élus. Tout le monde fait son travail, essaie d'apporter sa pierre à l'édifice, mais pour nous, il manquait un acteur fondamental, qui est pour nous celui qui aujourd'hui vit le plus et qui peut le plus pour la cohésion en son sein, c'était l'entreprise. Et donc, on est allé voir le monde économique. Et parmi mes cofondateurs, il y a des dirigeants d'entreprise. Il y a même le président de la Chambre de commerce de Marseille qui a adhéré à titre personnel et avec la Chambre. Et d'ailleurs, on a aussi le président de l'université d'Aix-Marseille, Éric Berton, lui aussi, qui a adhéré à titre perso et dans le cadre qui a fait adhérer l'université. Très bon président, ça c'est un petit truc perso, parce qu'il se trouve que je le connais par ailleurs. Très bon président, Éric Berton. Ah oui, ça c'est clair qu'on va pas s'en plaindre, surtout qu'aujourd'hui il a soulevé des défis et le gant même presque pour affronter des sujets qui sont plus que principaux et cruciaux aujourd'hui dans ce qu'on traverse, mais on pourra peut-être en parler sur la géopolitique. En tout cas, sur Marseille au pluriel, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire. Et les entreprises étant le creuset, le lieu où la cohésion se fait le plus encore de manière intelligente et intelligible, et que les entreprises étaient sollicitées le plus, on s'est dit on va mettre le monde économique au cœur de l'association. Et donc ces cofondateurs, des dirigeants d'entreprise, mais aussi un écrivain journaliste célèbre à Marseille, Philippe Pujol, que vous devez bien connaître. Voilà. Marie-Laure Guidi, notre présidente, qui est une expert comptable, mais qui a toujours été très impliquée dans le monde économique, social, caritatif de la ville. Bref, on est tous des sachants de la ville. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a créé cette association Marseille au pluriel. Je suis d'accord avec vous, le S, il est évident. Marseille est pluriel depuis 2600 ans, c'est la ville où toutes les vagues de tous les damnés de la terre et de l'histoire se sont retrouvés pour essayer de faire un corps social commun par des biais qui soient de langage, qui soient d'accent, qui soient aussi de chérir ce territoire. Parce qu'à Marseille, on est tous potentiellement pas d'accord les uns avec les autres, mais par contre, on est tous d'accord qu'on est Marseillais. Et que cette identité, elle veut dire quelque chose. Il y a personne qui est capable de vous donner la définition de l'identité marseillaise. Mais tout le monde est d'accord sur le fait qu'on est Marseillais. Et donc, ça, c'est très intéressant. Alors, pour nous mettre l'eau à la bouche, avant qu'on parte faire une petite page tout à l'heure de publicité, donnez-nous un projet déjà emblématique que vous auriez soutenu. Alors, en 2 ans, on en a mis 3 en place. Le premier, c'est qu'on a réussi à créer le premier diplôme interculturel, parce que toute Marseille au pluriel vit des outils de l'interculturel, et j'aurai plaisir à vous le définir tout à l'heure. Donc, le premier diplôme d'études supérieures universitaires pour les professionnels, grâce à l'association Marseille au pluriel et l'université. Le deuxième projet, c'est la Biennale des femmes qu'on a faite l'an dernier, où on a fait émerger les valeurs centrales des femmes de Marseille, de la Méditerranée, autour du projet de l'éducation, avec des projets très concrets qu'on a mis en place dans tous les arrondissements et secteurs de la ville de Marseille. Et le troisième, il est en cours, c'est les Olympiades qui auront lieu le 22 avril, où là, on a réuni une entreprise, une association, sur un projet interculturel commun qui vaut pour tout le territoire de la ville. Vous restez avec nous, Alain Cabras. Je rappelle que vous êtes un des fondateurs de l'association Marseille au pluriel. Vous êtes avec nous jusqu'à 19h28 à peu près pour les vraies voix citoyennes avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet. On se retrouve dans quelques instants. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet.
Retour des vraies voix citoyennes comme tous les lundis soirs de 19h à 20h sur Sud Radio avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet. Et on est à Marseille avec Alain Cabras, un des fondateurs de l'association Marseille avec un S au pluriel. Et on va écouter un son. C'est parti. Ma situation personnelle n'a pas bougé, ne serait-ce que d'un centimètre. Vous avez quelle formation? Moi j'ai CAP agricole, je suis un ancien jockey professionnel. Et malheureusement, là, j'ai eu un grave accident. Et aujourd'hui, vous cherchez dans quel domaine? Je cherche dans... Conversion. Vous savez, la survie m'impose de ne pas chercher, mais de recevoir uniquement ce qu'on me donne. Mais malheureusement, dans notre situation à l'heure actuelle dans nos quartiers, on vit en autarcie complet, on n'est pas accepté. La question que je vous pose, elle est très précise. Vous cherchez des emplois dans quel domaine? Dans n'importe quel domaine, que ce soit dans ma situation, dans le domaine agricole, dans le domaine qui est sans études, parce que malheureusement j'ai fait uniquement des études agricoles. Je me suis arrêté au CAP parce que j'ai réussi à monter en course. Et à l'heure actuelle, je cherche n'importe quel travail qui me permettrait... Parce qu'il y a des tas de secteurs où on recrute sans travail et qui permettent de monter. Ça, après, il faut qu'il y ait un intérêt et qui vous motive. Je pense les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, café-restauration. Oui, et oui, ce son, cher Philippe, cher Aurélie, vous l'avez reconnu, et cher Alain Cabras, donc il vient tout droit de la Castellane, un quartier qui fait un peu parler des fois dans la presse. Un jeune, vous avez entendu, c'est de là que venait Zidane. Oui, ce quartier dont est issu en effet Zinedine Zidane, mais pas que lui. Beaucoup d'autres jeunes d'aujourd'hui qui cherchent justement à bosser. Alain Cabras, dans vos projets, qu'est-ce qui permettrait à ces jeunes, parce que vous avez ce tissu de chefs d'entreprise qui veulent incarner le pluralisme, les origines plurielles, mais aussi les réussites plurielles, qu'est-ce que vous pouvez leur offrir ? 3 choses. La première, merci pour cet extrait, ce son, qui montre à quel point tout ça, il faut décloisonner et l'exploser. La première chose que nous faisons, c'est de mettre en lien des gens qui ne se parleraient jamais, ne se verraient jamais. Y compris en étant dans la même ville de Marseille, où ce jeune a tout à fait raison, on ne les fait pas sortir du quartier. Vous savez, en anthropologie, on dit toujours le lieu fait le lien. Mais pour eux, les lieux, c'est tout petit. Donc, les liens sont petits. Marseille au pluriel, c'est d'avoir voulu ouvrir un maximum le lieu sur toute la ville pour que les liens s'agrandissent. La deuxième chose, c'est que quand on va aller voir avec une entreprise avoir une association, puisque nous, on met en lien des entités. Que l'entreprise voit l'association, on leur dit, voilà, le principe de base dans l'interculturel, puisqu'il s'agit d'interculturalité, on a une méthode qui est la discipline interculturelle, c'est la réciprocité. On vient pas vous donner quoi que ce soit. On vient vous proposer des projets dans lesquels vous allez recevoir du sens, une possibilité de travailler demain, un destin. Et en contrepartie, on vous demande aussi de leur envoyer, de nous offrir quelque chose. Et ça parle très bien aux jeunes, parce qu'ils sont plus là en termes d'assistanat. Je veux dire, aujourd'hui, c'est une chose qui n'est plus supportée nulle part, mais de réciprocité. Et enfin, la troisième chose, qu'est-ce qu'on apporte? Une entreprise, elle apporte un cadre. L'interculturel, vous savez, si on devait le synthétiser en quelques mots, parce que les gens ne savent pas en français, pluriculturel, multiculturel, interculturel, ils sont perdus. Alors que dans les pays anglo-saxons, c'est limpide. L'interculturel, c'est l'addition entre un cadre reconnu et respecté. Une entreprise, elle propose un cadre avec des valeurs, une histoire, un métier, un être ensemble, plus des différences. L'interculturel, c'est l'ouverture à toutes les différences. Et nous, on préfère employer ce mot que celui de diversité qui est éculé et fatigué jusqu'à disparaître. Et troisième élément, après le cadre et les différences, c'est la cohésion. Si tu nous rejoins, c'est pour qu'en face, on fasse qu'on apporte de l'unité, qu'on apporte du commun. Et non pas pour que chacun reste dans sa communauté, dans son clan de tribu, et ne s'en sorte pas. Et ce jeune, c'est exactement ce qu'il a dit. Et si vous deviez nous mettre en valeur une action qui serait représentative de tout ça, qui parlerait aux auditeurs, je vous laisse la parole, allez-y. Alors, une action, merci. On en a mis plusieurs en place. Les actions, c'est des projets que l'on met en place donc entre une association qui dit, voilà, moi par exemple, j'ai un food truck à Marseille, dans un quartier. Mais je gagne pas ma vie parce que je reste dans mon quartier. Alors, est-ce qu'il y a une association qui peut se mettre en lien avec une entreprise qui peut se mettre en lien avec moi et qui va m'apporter 2 options? Soit de l'argent pour m'aider à le développer ailleurs, soit du mécénat de compétences. Et dans ce cas, l'entreprise dit, je peux faire l'un ou l'autre. Et l'enjeu, c'est de sortir de son quartier et de l'amener comme projet pour toute la ville.
On a fait ça aussi avec le soutien scolaire. On a fait ça aussi avec la mise en place pour les jeunes qui sont en errance ou en déshérence le soir. Il y a des associations qui s'occupent très bien de ça, de les mettre en lien avec des entreprises, des fondations. Je peux les citer puisqu'elles sont là. Fondation Orange, la Fondation Parlim, des entreprises qui sont très présentes. La Varap à Marseille, qui est une entreprise d'insertion qui est incroyable. Et de leur dire, nous, on va vous amener à ces jeunes à les mettre en lien avec une entreprise qui va soit financer leur apprentissage de la musique classique et de créer un concert. Et là, on voit des gamins dont on pensait même pas une seconde qu'ils pouvaient être intéressés par ce genre de choses, œuvrer, produire ensemble. Soit on les met en lien carrément avec une autre entreprise dans un autre secteur qui va proposer qu'on développe ce que fait l'association ailleurs. Mais c'est toujours pour apporter du développement, pour apporter du mécénat de compétences, pour les faire sortir de l'enfermement, et là on peut le dire en 2 mots, dans lequel ils étaient, et donc en fait de l'entre-soi social, culturel. Mais en fin de compte, ce que vous dites à travers vos propos, c'est de dire qu'en fin de compte, Marseille ne fait qu'un. Et moi, j'ai une remarque, en tout cas une question à vous poser, qui me vient en vous écoutant. C'est sur la notion de quartier prioritaire que l'on balance à tout bout de champ, mais qui quelque part sépare en fin de compte les différents quartiers. Alors il y a les quartiers prioritaires qui seraient dits des quartiers en difficulté, qui seraient prioritaires par rapport à d'autres quartiers, mais où il y a aussi des populations qui sont prioritaires. Est-ce que vous ne pensez pas que votre notion de faire qu'un et d'être tous un ensemble qui porte des valeurs d'une ville et une citoyenneté active, voilà, je trouve qu'en tout cas c'est ce que ça me fait réagir là-dessus, donc sur la notion de quartier prioritaire. Nous ne voulons pas que Marseille fasse qu'un, nous voulons juste apporter plus de cohésion. Grosso modo, on voudrait mettre un grand coup de frein à tous les séparatismes qui aujourd'hui font que on parcellise, on archipélise, comme dirait Fourquet, et de ce fait, effectivement, vous avez raison, on a des politiques de la ville qui finalement deviennent de celles de quartier, puis de sous-quartier, et en fait, on n'a plus de vue d'ensemble de tout ça. Nous, l'expression qui est la nôtre, c'est de dire tous Marseillais du même Marseille. On ne dit pas qu'on fait de l'unité. La ville est éminemment plurielle et puis c'est parfait. C'est ainsi, elle doit le rester. Mais c'est de dire, est-ce qu'on peut tous à un moment avoir un sentiment d'appartenance et ne pas stigmatiser les gens. Justement, Alain Cabras. Et ne pas stigmatiser. Tout à fait. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi d'étonnant? Vous avez donc là fait ce qui est actuellement le plus dans la pensée de la plupart des citoyens français, c'est d'imaginer que malheureusement ou heureusement, c'est surtout les entreprises qui ont cette capacité encore plus que les politiques. Écoutez, effectivement, quand on a démarré cette association et qu'on s'est dit on va se retourner vers le monde économique, c'était pas forcément un compliment pour les autres mondes associatifs, on va être clair. En même temps, il faut être très lucide sur le sujet, et les entrepreneurs, les dirigeants d'entreprise le savent très bien, que ça leur fasse plaisir ou pas, ils seront de plus en plus sollicités par l'État, les pouvoirs publics et même la société civile pour créer eux les conditions de l'harmonie et les conditions du lien social. Alors c'est sûr que les dirigeants d'entreprise vous disent « Attends, on n'est pas là pour ça dans l'absolu ». Mais en même temps, ils se rendent bien compte que le dedans, le dehors, ça n'existe plus. Tout est dedans maintenant dans l'entreprise, le monde dehors est dedans. Et donc, ils le font, et eux, ils ont une capacité à le faire qui est très simple, c'est qu'ils doivent atteindre un objectif. Et la cohésion, c'est un élément clé de la performance de l'entreprise. Et donc, ils bricolent, ils mettent en place des tas de choses. Alors, il y a ceux qui sont à la RSE, on y va à fond et on va trouver des objectifs et des outils là-dessus. Et d'autres qui vous disent non, on fait autrement. Le territoire, voilà. Mais vous avez raison, c'est aussi ces angles différents, RSE, responsabilité sociale aussi dans un territoire, parce que finalement c'est ça. D'ailleurs à Lille, vous êtes le bienvenu, puisque un des débats, le jeudi matin, petit déjeuner des entreprises, faire territoire. Avec là, cette fois-ci, c'est les Hauts-de-France, c'est nos amis donc de Lille, la Chambre de commerce et d'industrie bien sûr là-bas, le comité Grand Lille, la CPME, donc un petit peu les mêmes partenaires que vous à Marseille. Et comment aider votre association, Alain Cabras? Ça c'est ma question normalement. Ah oui, pardon, je vous paierai les droits d'auteur. Allez, mais c'est sa réponse. Écoutez, il faut aller sur notre site. Vous pouvez d'abord vous inscrire à notre odyssée de l'interculturel que nous faisons le 22 avril prochain au MUSEM à Marseille,
de 18h à 22h avec toutes ces associations et ces entreprises qui vont ensemble montrer à la population les projets communs qui sont les leurs autour de l'idée de l'interculturel. Et évidemment, sur le site internet, vous avez tous les éléments pour nous aider, nous apporter votre haut-bol pour que nous continuions à subsister, parce que nous sommes une association qui a décidé de ne pas demander de subventions publiques. Voilà. Comme nous. MUSEM, Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Tout est dit. Voilà, et rappelez juste votre site, qu'on l'entende tous, votre site internet. Donc c'est Marseille avec un S majuscule.org. Merci. Bon, ça va, c'est facile. C'est facile. Merci beaucoup Alain Cabras, cofondateur de Marseille avec un S au pluriel. Allez, on se retrouve tout de suite avec Wilhelm, influenceur TikTok, et ensuite on aura Romain Montbeir, chef de projet Salam Shalom Salut à SOS Racisme. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Retour des vraies voix citoyennes avec, comme tous les lundis soirs de 19h à 20h, Aurélie Gros et Stéphane Pellet, coprésident du G500 Citoyens. Et nous sommes, Aurélie, avec Wilhelm, influenceur TikTok, ce qu'on appelle un TikToker. Et oui, tout à fait, il fait partie de cette génération qui nous dépasse un peu, en tout cas tous les trois sur le plateau, qui parle cash, excusez-moi messieurs, mais on n'est pas tout à fait tout jeune, qui passe cash avec humour, qui parle mais souvent avec beaucoup de lucidité, mais qui cumule énormément de vues, où il y a beaucoup de jeunes qui regardent, qui like, qui repartagent, et on a la chance d'avoir Wilhelm ce soir au téléphone. Bonsoir Wilhelm. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir Aurélie, bonsoir au plateau. Merci en tout cas d'être avec nous, c'est important. Je sais que tu vas participer au débat jeunesse, notamment à Marseille le 26 avril prochain. Mais déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que tu touches des milliers de jeunes sur TikTok, tu parles de politique, tu parles de ce qui se passe dans ton quotidien, tu parles de pression sociale, de galère. En fin de compte, quel est ton rôle? C'est une critique sociale ou tu veux faire passer des messages, tu veux trouver des idées pour changer les choses? À la base, moi, je voulais faire passer un message. Quand je prends la première fois mon téléphone et que je m'enregistre pour parler d'un sujet, à l'époque, c'était la taxe des alternants. C'est pour faire passer un message parce que c'est utiliser une courroie d'expression Internet qui est différente de celle des médias traditionnels, ou en tout cas des endroits où d'habitude on parle de politique. Internet, on parle aussi de politique, mais avec des acteurs qui sont moins... moi par exemple, j'ai pas tant de légitimité que ça à parler de politique, et pourtant je peux me permettre de le faire grâce à Internet. C'est pour ça que j'ai commencé à le faire. C'est surtout pour transmettre un message et pour montrer qu'il y a une autre voie et d'autres courroies qui sont possibles d'expression. Et quand j'ai vu des vidéos sur notamment l'école, l'éducation, pour toi, qu'est-ce qui résonne autant chez les jeunes aujourd'hui quand tu racontes et tu dénonces? Pourquoi ils choisissent ce média-là, en tout cas ce réseau-là, pour pouvoir s'exprimer et donner des idées? Parce qu'ils ont l'impression d'être plus entendus si c'est un jeune qui le dit, ou pourquoi toi tu penses? C'est ça, déjà, à mon avis, il y a de l'identification qui peut être faite parce que quand on regarde ma tête, ça se voit que j'ai 20 ans, ça se voit que je suis jeune. Donc des personnes jeunes qui vont m'entendre parler vont déjà de base s'identifier à peut-être moi, à ce que je représente en tant qu'ancien étudiant, quelqu'un qui est passé par l'école, etc. Et là où je trouve ça intéressant de pouvoir le faire sur Internet, c'est qu'il n'y a pas que les jeunes qui tombent dessus, et que les jeunes sont évidemment, les plus présents sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, que ce soit Instagram, c'est leur moyen de s'exprimer. C'est plus les médias traditionnels ou c'est plus d'autres formes. C'est eux qui sont là sur Internet. Mais en même temps, on assiste aussi à un changement de génération sur Internet, à des personnes de plus en plus âgées qui se retrouvent à mettre des messages, faire des vidéos et interagir. Et j'ai l'impression que Internet peut non pas seulement parler à la jeunesse, mais de plus en plus à plus de gens. En fin de compte, tu dis tout haut ce que pensent les gens tout bas. Et il faudra venir à Marseille pour le voir le 26 avril. Exactement. En tout cas, si vous voulez retrouver Wilhelm, je vais vous donner son hashtag sur TikTok. Salam, Shalom, Salut. Oui, ça oui, mais hashtag WILHELMRS
ST. Donc vous pouvez aller le rejoindre. Vous pouvez taper Wilhelm, même si vous faites une faute ou deux, normalement vous devriez me trouver parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le même prénom que moi. Donc tapez Wilhelm comme vous pouvez sur TikTok et vous devriez trouver ma tête quelque part. Eh ben merci beaucoup Wilhelm et bon courage. Merci et à bientôt à Marseille. À bientôt, au revoir. Merci à vous. Les vraies voix Sud Radio. Et on parle d'un autre projet, c'est Aurélie Gros avec SOS Racisme. Oui, tout à fait, avec le projet Salam, Shalom, Salut. Alors, l'association crée des espaces de rencontre entre jeunes juifs, jeunes musulmans, pour renouer avec l'humain, dépasser les peurs et retisser du lien. Et ce soir, on a la chance d'avoir avec nous Romain, qui est chef de projet. Bonsoir Romain. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste le projet ? Et voilà, je vous laisse la parole. Ouais. Alors le projet Salam Shalom Salut, effectivement, c'est un projet qui a été créé en 2018, un projet de SOS Racisme au départ, qui est porté par une vingtaine de jeunes dans toute la France. Le projet, il a été monté en 2018 parce qu'on est dans une période où il y a une multiplication d'actes et de meurtres racistes extrêmement violents, notamment celui de Mireille Knoll, vieille femme juive rescapée de la rafle du Veldiv qui est assassinée par son voisin et dont le meurtre va être instrumentalisé par une partie de la classe politique qui dira notamment lors de la marche blanche qu'il faut lutter contre l'antisémitisme islamiste, comme si il y avait un seul type d'antisémitisme contre lequel il fallait lutter. Une façon pour certains de monter les communautés les unes contre les autres. Et à la même période, Saïd El Barkaoui, père de famille, qui se fait assassiner pareil par son voisin dans la proximité de Bordeaux. Un meurtre raciste extrêmement violent, qui va faire naître chez certains de nos militants l'envie de se réapproprier une parole aussi qui leur est retirée, de dire voilà comment quand on est un jeune issu de l'immigration, au départ donc juif ou arabo-musulman, on peut investir des espaces, créer des ponts, créer des temps dans lesquels on va pouvoir partager, recréer du lien et du dialogue aussi pour en finir un petit peu avec cette idée insupportable qu'il existerait des tensions ou des rancœurs ou des haines indépassables entre juifs et arabo-musulmans. Et alors quel outil utilisez-vous pour créer ce dialogue réel ? Alors, l'outil qu'on va utiliser, c'est celui du récit de vie. En fait, c'est les jeunes du projet vont parler d'eux, de leurs histoires, de leur parcours, de leur engagement, de leur trajectoire aussi individuelle. Et c'est une façon de, plus largement, quelque part, parler de la société, parce qu'en fait, quand ils parlent d'eux, ils parlent de la France et de son histoire. Et donc, ces trajectoires individuelles vont permettre aussi de dessiner des trajectoires beaucoup plus politiques et beaucoup plus collectives. Et donc, le récit de vie va permettre comme ça de créer des cadres et des espaces de discussion avec beaucoup de sincérité, d'honnêteté et de transparence aussi, sans être naïf sur des réalités qui existent. On n'est pas en train de dire que voilà, on est dans un monde bisounours et que il n'y a pas de problème dans les différents groupes, mais au contraire, on est conscient des réalités qui peuvent exister, d'antisémitisme dans une partie de la communauté musulmane ou arabe, d'islamophobie ou de racisme anti-musulman dans une partie de la communauté juive, et etc. Et le projet, il a été élargi depuis, parce que forcément les questions identitaires, les questions voilà, qu'est-ce que ça veut dire être français aujourd'hui, ça touche toute la jeunesse dans sa diversité. Et donc aujourd'hui, le groupe des jeunes est composé de jeunes issus de tous les milieux, de toutes les classes sociales, de toutes origines aussi, toutes religions ou pas d'ailleurs. Il y a également des athées. Enfin voilà, comment on est en capacité de représenter la France dans sa diversité. Stéphane Pellet ? Peut-être que c'est l'occasion d'écouter ce dialogue. Avoir un préjugé, c'est en fait accepter la facilité. Alors que nous, on fait l'effort d'aller vers l'autre. Et je terminerai par un verset coranique qui dit que je vous ai créés différents les uns des autres pour aller à la rencontre de l'autre et pour le connaître. C'est je crois, le message universel que nous devons avoir, de pouvoir aujourd'hui s'intéresser à l'autre. Et je crois que nous essayons de donner cet exemple. Alors on a bien dit qu'on avait des divergences, mais en même temps, le fait de se parler, le fait de mieux se connaître, à ce moment-là, ne serait-ce que d'avoir du respect pour l'autre,
c'est quand même très important. Et je crois que dans nos sociétés qui sont aujourd'hui fracturées, où on a, notamment après le Covid, cette période difficile où on se remettait en cause, c'était une remise en cause existentielle, aujourd'hui on est encore en train de subir ces difficultés. Vous m'en voulez, je lui en veux, etc. Alors qu'en réalité, le fait simplement de s'intéresser à l'autre, que nous croisons dans la rue, moi je rappellerai simplement, il y a un hadith du prophète, simplement sourire à l'autre. C'est capital parce que vous ne savez pas ce qu'il est en train d'endurer, ce qu'il est en train de vivre comme épreuve. Et le fait de lui sourire, c'est une forme d'aumône que nous donnons. Et je crois que c'est un peu ça le message que nous tous nous devons donner, au-delà de nos différences dogmatiques. Stéphane Pellet. Je crois qu'il n'y avait pas mieux pour montrer qu'il y a des capacités chez chacun de trouver les voies du dialogue. Mais moi, j'ai plein de questions, mais je pense que... Il faut faire une courte pause de pub. Je suis sûr que vous allez faire ça au moment où j'allais poser une question intéressante. Oui, mais je lui ai demandé. Oui. Je lui ai dit, Stéphane va encore parler. Et bon, c'est pas à lui de parler. Bon. Et la chef, c'est Aurélie. D'accord. Du moment qu'elle paye, c'est bon. Allez, on se retrouve tout de suite après une courte page de pub. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. D'abord, je voudrais vous féliciter, André Berkoff, pour les invités que vous faites venir. Vraiment, votre émission, si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Retour des vraies voix citoyennes avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet. On a le plaisir d'avoir avec nous Romain Montbeir, chef du projet Salam Shalom Salut à SOS Racisme. Vous aviez une question, mais on a dû couper pour la pub, mon cher Stéphane. Eh oui, voilà, je le vaux bien. Faut bien vivre. Romain, bonsoir. C'était simplement pour vous demander, quand on entendait cet extrait un tout petit peu avant la publicité là, de quelqu'un qui montrait toutes les voies du dialogue entre ce qui est quand même, il faut bien le dire, des communautés plutôt fondées d'abord sur la religion. Donc on entend bien cette approche, mais comment, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe, c'est comme ça, mais entre les revendications du dialogue et puis aussi le fait qu'on incite chacun à être assez proche de ses racines, de son identité. Enfin, c'est quelque chose dans le moment qui est très fort. Comment on fait pour jouer entre les deux? Romain Montbeir. C'est en fait connaître aussi son identité, ses racines, son histoire. C'est aussi une façon de créer du commun et de voir les similarités, les différences qui peuvent exister entre des histoires, entre des héritages. Et en fait, quoi qu'il en soit, il faut aussi qu'on soit conscient de réalités très matérielles, très concrètes, qui sont que, en fait, on est là en France dans le même pays et que donc quelles que soient aussi nos différences, on doit faire avec et donc c'est comment on apprend aussi à faire avec, comment on apprend à connaître l'autre dans sa singularité, comment on arrive à recréer du dialogue et des discussions dans des périodes aussi qui sont pas toujours évidentes parce que on est aussi dans une période, vous l'avez dit, où il y a quand même un certain nombre de tensions, parfois aussi même des formes de repli identitaires, communautaires qui font que le dialogue n'est pas toujours évident et donc c'est comment nous à travers nos récits on essaye de montrer aussi que c'est possible, on essaye de faire un travail notamment sur toutes les représentations extrêmement négatives qui peuvent exister sur telle ou telle communauté. Ces personnes qui déconstruire un peu les préjugés. Qui racontent ça, qu'est-ce qu'elles ont comme parcours? Vous avez un exemple ou deux à nous donner? Alors les jeunes, ça va de 18 à 27 ans. Moi, je suis le plus âgé du groupe de jeunes. Et puis on a des parcours qui sont extrêmement variés. C'est ça aussi tout l'intérêt, c'est qu'il y a des gens qui viennent de commencer dans le militantisme ou dans l'associatif, qui l'ont rejoint depuis quelques mois seulement, et qui découvrent tout à fait ces questions-là, qui sont au départ pas du tout issues de familles politiques ou syndicales par exemple, et d'autres qui ont des engagements beaucoup plus anciens, quand bien même ils sont jeunes. Il y en a pour certains qui sont engagés depuis une dizaine d'années, qui ont commencé très tôt dans le syndicalisme lycéen par exemple, etc. Donc il y a des parcours extrêmement variés qui permettent aussi aux jeunes auxquels on va s'adresser de s'identifier à tout un tas de profils parce que nos profils sont variés. Et après, on parle aussi évidemment de nos histoires personnelles, familiales.
parce que c'est comment aussi on parle de la France quand on parle de nous. Et donc, nos trajectoires familiales sont aussi une façon de raconter la France et d'en dire quelque chose. Moi, par exemple, je suis arrière-petit-fils de déportés, donc je vais mobiliser quand même cette histoire de ma famille, de mon grand-père arrêté à Paris, interné à Drancy, déporté à Auschwitz où il a été assassiné. Et comment en fait on se construit aussi dans une société française avec ces héritages-là, avec cette histoire, c'est des histoires familiales qui sont aussi parfois extrêmement lourdes, mais comment on est en capacité de quelque part d'aller de l'avant et de construire du commun. Oui, c'est d'échanger en fin de compte et de raconter son histoire, son passé ou sa vie, parce qu'il y a certaines traditions que selon les religions changent en fonction des religions. Mais sur le terrain, quelles sont les principales tensions ou incompréhensions que vous pouvez percevoir quand les jeunes discutent entre eux au départ? C'est un petit peu celle qu'on peut observer dans certains médias ou dans certains discours aussi de politiques où on va avoir comme ça des stigmatisations ou des personnes qui vont être pointées du doigt. Mais c'est aussi ce qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, beaucoup avec énormément de préjugés, stéréotypes. Enfin, c'est... en fait, les étapes auxquelles on participe, quelque part, elles sont la traduction très concrète de ce qui est véhiculé comme imaginaire dans l'opinion publique telle communauté serait comme ceci, telle autre comme cela, et enfin c'est un petit peu ce on arrive à observer, donc les points de tension, racisme ordinaire pour oui, tous, entre autres, oui, bien sûr. mais parfois aussi assez virulent et frontal, hein. On est sur parfois les questions aussi d'agression que les gens peuvent subir, etc. Et donc c'est tout un tas de tensions, beaucoup la question du racisme ordinaire effectivement, mais aussi des choses beaucoup plus frontales et comment on arrive ensemble à discuter de ces oppressions, à montrer aussi les infondés de certains stéréotypes, préjugés, et apporter quelque part d'autres discours et d'autres représentations. Alors moi j'ai une dernière question, c'est comment en fin de compte faire grandir, parce que c'est une belle initiative de faire discuter tous ces jeunes, et c'est vrai que quand on voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on est toujours estomaqué des violences qui traversent notamment les réseaux sociaux, et des fois vous avez raison, les médias également, pas tous heureusement, pas Sud Radio, en tout cas pas les vraies voix citoyennes, ça c'est sûr. Comment on peut faire grandir ce type d'initiative, première chose, et comment nous, à notre petit niveau, on peut vous aider à faire grandir ce type d'initiative? On y travaille déjà, c'est pas évident parce que le projet existe depuis 2018 comme je le disais, et il y a beaucoup de difficultés en fait à faire parler du projet, à médiatiser, à faire connaître aussi les actions qu'on mène, parce que je l'ai pas évoqué, mais c'est le projet très concrètement comment il se traduit, c'est des interventions dans les établissements scolaires, parce qu'on a un agrément de l'éducation nationale, donc on va dans les collèges, dans les lycées pour parler de ces questions-là, pour parler avec les jeunes de ce qu'est concrètement le vivre ensemble et pas le concept un petit peu vidé de son sens qui va être mobilisé à droite à gauche. Comment on fait vivre concrètement le vivre ensemble, comment on porte aussi des revendications qui sont extrêmement fermes, parce que comme je le disais, notre projet est apartisan, mais il est éminemment politique, parce que la question de la lutte contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre les discriminations, c'est une question politique, et donc comment on a des propositions aussi extrêmement concrètes pour faire avancer les choses. Donc également on interpelle des élus ou des candidats à différentes élections pour leur faire part de nos propositions pour une société plus égalitaire. C'est des propositions concrètes, notamment liées autour de grandes thématiques sur la question des mémoires, sur la question des quartiers populaires, sur la question des rapports entre la police et la population, sur la question aussi plus largement de la lutte contre la discrimination. Et on a aussi un compte Instagram si les gens veulent le suivre pour relayer et donner un petit peu de la force aux jeunes qui font le tour de Le mot de la fin, Stéphane Pellet. Remercier déjà Romain. Merci à Romain Montbeil. On le retrouve avec grand plaisir samedi 26 avril de 14h à 18h à Marseille, 3 quais du Port, dans un très très joli endroit juste sur le Vieux-Port. Il y aura des sessions, donc 3 sessions avec les thématiques qui ont été rappelées tout à l'heure sur l'engagement de la jeunesse en particulier, avec donc aussi des petits
TikTokers, avec des YouTubers, enfin tous ces influenceurs. Et on va essayer de retourner la vague, c'est-à-dire d'utiliser les réseaux sociaux pour justement transporter les bons messages, en tous les cas les beaux messages. Et on retrouvera donc énormément des gens qu'on a entendus dans nos émissions, mais aussi tout à l'heure Marseille au pluriel, l'Institut citoyen, Unicité, j'en passe et des meilleurs, la grande école du numérique, des chefs d'entreprise, voilà. Tout cela au service de la jeunesse citoyenne de France. Merci beaucoup Romain Monbeir, merci Aurélie Gros, merci Stéphane Pellet. Et maintenant c'est l'heure de François Trio et toute sa bande pour nous parler rugby. Et il y a eu de grands matchs le week-end dernier. Oui, les vraies voix du rugby, 20h tous les lundis bien sûr. Oui. On est là, fidèle au rendez-vous. On va parler de Champions Cup parce que c'est vrai qu'on va avoir notamment une finale, une demi-finale Toulouse-Union Bordeaux-Bègles qui sera à Bordeaux le 4 mai. Oui. Voilà, ça a été sacré match. Un week-end de quart de finale très disputé. On aura Laurent Marty qui sera avec nous, le président de l'UBB. Oui. Et oui, qui recevra Toulouse donc le 4 mai. Et bien sûr, on le vivra. Laurent Marty qui est toulousain et qui est président de Bordeaux. Ce qui est quand même il est de Bergerac, attention. Oui. Attention. C'est vraiment précis. Cyrano. Voilà. Oui, et son équipe a du panache, justement. Et voilà. Et nous espérons en avoir également à partir de 20h avec Yoann Huget et Philippe Spanghero. Magnifique. Puis il y aura aussi une autre demi-finale entre l'éternel Leinster qui est toujours là et Northampton qui a sorti Castres malheureusement. Ouais, tout à fait. Allez, c'est tout de suite avec les vraies voix du rugby. En attendant, Cécile de Ménibus dans Sud Radio à votre service. Nous on se retrouve demain à 17h pour les vraies voix.